Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Bossolo Économie. C'est votre magazine. C'est parti pour ce soir avec une nouvelle aventure dans cette émission, votre magazine sur Bossolo Télévision. Merci de nous faire confiance. Merci de votre fidélité partout. Vous nous suivez. Vous suivez Bossolo Économie. Une thématique qui nous intéresse, une thématique qui se développe dans l'activité économique. Cette fois-ci, c'est le plan monétaire. Et nous allons parler de la dépréciation de la monnaie nationale comme un phénomène ou une situation qui affaiblit l'économie congolaise en interne, notamment qui apporte un impact sérieux sur la flambée des prix des premières nécessités sur le marché congolais. Et c'est souvent, cette situation est vécue pendant la période des crises, notamment des crises sécuritaires, crises sanitaires, crises économiques. Et comment faire pour pouvoir comprendre cette situation ? Comment est-ce que nous pouvons y faire face et quelles sont les conséquences et les principales causes de la dépréciation des francs congolais face aux devises américaines? Nous allons en parler dans cette émission avec vous, M. Hassan Makombo, chercheur en économie, en macroéconomie internationale et puis étudiant en philosophie. M. Hassan, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est pour la deuxième fois que nous partageons ces plateaux. Merci à vous également, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Je l'ai dit tantôt, la dépréciation du franc congolais face au dollar américain, une situation qui affaiblit l'économie congolaise en interne, notamment qui apporte un impact sérieux sur la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché. Et aussi, cette situation est souvent vécue pendant des périodes de crise, notamment crise économique, crise sanitaire ainsi que crise sécuritaire. Comment comprendre cette situation? On en parle dans cette émission. Monsieur Hassan, chercheur en macroéconomique, qu'est-ce que nous pouvons entendre par dépréciation des francs congolais face au dollar? Bon, de façon plus simpliste, je vais dire que la dépréciation du franc congolais face au dollar, c'est quand les francs congolais perdent la valeur face au dollar. De façon, en tout cas, bref, c'est en fait ça. Et comment les francs congolais peuvent perdre la valeur face au dollar? Bon, les causes sont multiples. Mais je dirais que d'après mes analyses, mes recherches, je peux expliquer ça de façon, ou encore je peux donner deux causes qui créent cette situation. Premièrement, vous avez les causes politiques et deuxièmement, les causes économiques. Alors, sur le plan politique, nous allons essayer de faire un peu un retour vers l'histoire. Alors, si vous prenez l'histoire du franc congolais, les francs congolais ou encore l'histoire monétaire du Congo. Ça a débuté avec les francs congolais. Ça a débuté en 1887. C'est en ce moment-là où le Congo, on appelait ça l'État indépendant du Congo, qui était dirigé par Léopold II et tout. Il avait déjà, en ce moment-là, lancé les francs congolais sur le marché. Suivi, il y a eu, après cette étape, il y a eu l'étape du Congo belge. Le Congo belge, on utilisait aussi les francs congolais. Après le Congo belge, il y a eu l'époque des Kassavoub, le président Kassavoub qui dirigeait les pays en ce moment-là. Même à son époque aussi, on utilisait les francs congolais. Vous allez remarquer, dès l'année 1887, jusqu'à l'époque du président Kassavoub en 1960, vous allez remarquer que les francs congolais étaient une monnaie bien gérée parce que c'était soutenu par la production locale. Et puis, en cette époque, l'économie était plus aux mains des colonisateurs, les Belges, et tout. C'était les Occidentaux qui détenaient l'économie. Il y avait la liquidité sur le marché et puis l'activité allait quand même de l'avant. Alors, la première maladie du franc congolais a débuté avec la crise que Lumumba avait engendrée. Quand Lumumba a demandé l'indépendance, c'est en ce moment-là que la maladie du franc congolais a commencé. Vous le savez très bien qu'après, quand Lumumba a demandé l'indépendance, il y a eu Mobutu, qui l'a traqué et tout, et l'histoire s'est fait qu'on est retourné, soit il y a une situation de crise, c'est-à-dire il y a une crise politique. Alors cette crise politique a essayé de secouer un peu notre situation monétaire. Vous voyez un peu, c'est un peu ça l'histoire du franc congolais. Et puis, de passer l'époque de Mobutu,
et de Lumumba. Quelques temps après, je pense que dans les années 65, Mobutu a incarcéré le président Kasavubu. Mobutu a eu le pouvoir. Quand Mobutu a eu le pouvoir, au début, c'était quand même bien. Et puis, Mobutu a essayé d'enlever les francs congolais pour mettre les Zaïres. On appelait ça même la période des 3 Z, où il a baptisé le Congo. Il a enlevé le nom du Congo pour mettre le nom du Zaïre. Et puis, il a enlevé les francs congolais pour mettre l'argent, la monnaie Zaïre. Et puis encore, même le fleuve qu'on appelait le fleuve Congo, c'était plus le fleuve Congo, on a débaptisé, on appelait ça le fleuve Zaïre. Alors, à cette époque-là, Mobutu, il avait quand même bien commencé. Mais il a eu à prendre des mesures politiques qui a fragilisé aussi notre monnaie. Et par exemple, la zaïrisation. Ouais. Alors, quand il avait pris cette décision, il avait demandé aux entreprises qui œuvraient sur les sols zaïrois de rapatrier leur siège social ici. Alors, ces entreprises avaient refusé. Alors, suite à cette situation, le président avait chassé les entreprises. Il a essayé de récupérer leurs filiales qui étaient sur le plan local en les donnant aux Congolais, aux Zaïrois à l'époque. Alors, quand les Zaïrois ont pris la direction de ces différentes entreprises, ils n'avaient pas vraiment la maîtrise de bien gérer l'entreprise en question. C'est fait que ça a créé des crises. Ça a créé des crises en crise. On a rencontré beaucoup de fluctuations monétaires dans notre monnaie et tout. Et puis, ça a vraiment plombé notre monnaie. Ça, c'est sur le plan économique ou sur le plan politique? C'est toujours sur le plan politique. C'est-à-dire que tout ce que je viens de résumer là, c'est suite aux mauvaises décisions politiques que nos belligérants de l'époque, c'était des mesures politiques. Ça a commencé depuis, donc à vous entendre parler, vous avez dit ça a commencé depuis l'époque de Lumumba? Oui. Et puis après depuis l'époque de Lumumba, et puis Mobutu a eu beaucoup de temps. Il a fait pratiquement 32 ans. Alors, il avait eu beaucoup de mauvaises décisions politiques qui ont dérangé notre monnaie. Parce que vous le savez, la monnaie n'aime pas le bruit des bottes. Quand vous êtes dans un pays où il y a des tensions politiques, il y a des guerres, il y a des tensions sociales, ça va directement impacter le fonctionnement de votre monnaie. Alors, suivi de Mobutu, il y a eu Mzee Kabila qui est venu. Bon, quand Mzee Kabila est venu, il y avait quand même un certain espoir au niveau de l'opinion et tout. Il a essayé d'enlever les Zaïres pour nous ramener encore les francs congolais. Alors, dès le départ, les francs congolais étaient quand même... Quand il avait instauré les francs congolais, il y avait quand même une monnaie forte parce que c'était arrimé au dollar. Alors, on a connu la situation de guerre avec les Rwandais et tout. Ça a encore fragilisé les francs congolais. Alors, quand Mzee est parti, Joseph Kabila est venu avec la période de... Comment on appelle ça? 1+4. 1+4. Alors, Joseph Kabila est venu 1+4. Mais dans cette période, vous allez remarquer que le gouvernement de 1+4, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne vraiment qui contrôlait la stabilité. Oui, parce que vraiment, c'était un gouvernement avec beaucoup de ministres, beaucoup de vice-présidents. Il y avait quand même du désordre. Ça a impacté aussi sur notre monnaie. Jusque-là, et puis quand Joseph Kabila est parti, c'est l'arrivée de l'actuel président. Dès l'entame de son pouvoir, on a vu la situation de Covid. Le Covid, c'est une crise mondiale, c'est une crise sanitaire, mais qui a impacté l'économie sur le plan mondial. Donc, je peux dire que dès 1887 jusqu'à nos jours, peut-être, on prend aussi les Zaïres, on intègre ça durant cette période. Je peux dire que nous avons vraiment très mal géré notre monnaie suite aux mauvaises décisions politiques, les guerres et tout, qui ont dérangé notre monnaie. Cette émission a un caractère pédagogique parce que nous sommes suivis partout dans le monde, à travers YouTube, à travers nos plateformes des réseaux sociaux, ainsi que partout à Kinshasa, tout le monde qui nous suit. Alors, soyons un peu simplistes dans ce que nous disons. Au début, quand vous avez défini la dépréciation du franc congolais face au dollar américain, vous avez dit que c'est une perte des valeurs des francs congolais face au dollar américain. Exact. Soyons simplistes. La perte des valeurs, là, c'est comment?
Parce que vous avez les dollars, vous avez les francs congolais. Les deux sont des monnaies. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une monnaie puisse perdre la valeur et l'autre reste stable? Il y a quoi matériellement? D'abord, hein, je n'ai pas terminé à expliquer mon exposé. J'avais bien dit au départ les causes. J'ai épinglé deux causes. La première cause, c'est la cause politique, c'est-à-dire que nous avons eu à prendre des mauvaises décisions politiques qui ont impacté le fonctionnement de notre monnaie. Alors, la deuxième, c'est sur le plan économique. Alors, dans l'économie, vous avez aussi comment je peux dire, des compartiments dans l'économie. Alors, dans l'économie, on a eu des mauvaises décisions sur le plan de la politique économique. Nous avons eu de mauvaises décisions sur le plan budgétaire et nous avons eu de mauvaises décisions sur le plan monétaire. Parce que quand nous disons que nous avons eu de mauvaises décisions sur le plan de la politique économique, il faut faire le distinguo entre la politique économique et l'économie politique. L'économie politique, c'est en fait, de façon simple, c'est l'économie de la cité. C'est l'économie qui se passe dans la cité. Alors, les gens qui gèrent la cité, ce sont des politiciens. Voilà pourquoi, même à l'époque, on appelait ça l'économie politique, parce que c'était une discipline qui était réservée aux gens qui géraient la cité. Plus tard, c'est devenu, on a essayé un peu de démocratiser cette discipline qui était devenue une discipline que tout le monde pouvait apprendre. Alors, au sein de l'économie politique, vous avez l'ensemble des courants, des théories, des pensées économiques. Alors, pour que vous puissiez mettre une bonne politique économique, vous devez aller à l'économie politique pour prendre des courants, des pensées, une théorie, ou une doctrine. Voilà. Alors, en puisant, c'est en ce moment-là que vous allez mettre une très bonne politique économique qui va essayer d'amener les pays au firmament. Parce que vous le savez, la politique économique, c'est, comment je peux dire, c'est l'ensemble des interventions que l'État essaie de faire dans la sphère économique, par exemple. Alors, nous avons eu à prendre de mauvaises politiques économiques aussi. Si vous enlevez seulement la période de 1887 jusqu'au moment où le président Kasavubu gérait le pays, à l'arrivée de Mobutu, on a eu de très mauvaises politiques économiques. Mobutu, parfois, il avait une politique économique en dents de scie. Parfois, il parlait du nationalisme économique, mais à côté, vous allez remarquer que Mobutu avait plus de partenaires qui étaient des libéraux. C'était déjà une confusion, en fait. Il ne savait pas là où amener les pays. Tout ça, ça a dérangé aussi notre monnaie. Parce que nous, à l'époque de Mobutu, on était pratiquement une économie entière. C'est-à-dire que on était focalisé sur l'exportation de nos matières premières à l'état brut. Après Mobutu, c'est ce qui a continué jusqu'à nos jours. Donc, c'était une pratique qui était mauvaise parce que pour soutenir l'économie en face et pour soutenir la monnaie en face, vous devez avoir une forte production. Lorsqu'il y a une production qui est faible, votre monnaie sera aussi faible. C'est ça. C'est ça, en fait, à l'époque de Mobutu, il y avait une mauvaise politique économique. La production était faible. Vous allez voir aussi, vous allez remarquer que dans l'histoire, à l'époque de Mobutu, lorsqu'il y a eu choc du cuivre, le prix du cuivre avait baissé, ça avait pratiquement dérangé l'économie de notre pays. Même notre monnaie nationale avait aussi perdu le pouvoir d'achat. Si vous allez dans la politique budgétaire, les budgets, à la base, c'est une loi. C'est une loi qui est promulguée à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi on appelle même l'Assemblée nationale l'autorité budgétaire. Mais son exécution, c'est le gouvernement. Alors, vous allez remarquer que nous prenons le président Mobutu, le président Kabila, même l'actuel gouvernement, vous allez remarquer que notre politique budgétaire, c'est-à-dire qu'elle n'était pas vraiment une très bonne politique. Parce que la politique budgétaire, vous devez maîtriser vos recettes et vos dépenses. Vous pouvez tabler sur les recettes de $1000. Je donne un exemple. Vous tablez pour des recettes de $1000, mais vous dépensez, par exemple, $2000. L'écart, vous devez compléter ça. Alors que, vous le savez très bien, l'État a plusieurs moyens pour se financer.
L'État peut se financer par des moyens fiscaux ou des moyens non fiscaux. Il peut aussi vendre certains actifs ou encore l'État peut faire des emprunts et tout. Alors peut-être quand l'État essaye de faire tout cela, ça ne marche pas. Il aura tendance à recourir à la Banque centrale. Voyez-vous? Donc il aura tendance à recourir à la Banque centrale. Public. Oui, à la Banque centrale. Et la Banque centrale va essayer de donner des liquidités à l'État. Il va créer de l'argent à partir de rien. Donc, en créant, il va donner à l'État. Il crée une monnaie. Oui, il va créer. Alors, il va donner à l'État. Quand il donne à l'État, c'est l'État va maintenant effectuer ses dépenses. Mais en effectuant ses dépenses, à côté, il n'y a pas une production qui va soutenir notre monnaie. Alors, en ce moment-là, vous allez vous retrouver avec une masse monétaire très élevée sur le marché. En face, une inflation. Oui, en face de la masse monétaire, vous avez une faible quantité de biens et de services. Directement, ça va créer l'inflation. Votre monnaie va perdre de la valeur. Donc, au niveau vous avez beaucoup d'argent, mais face à une rareté de produits, du coup, le coût des produits peut augmenter. Directement, il y aura de l'envol. Les prix vont prendre de l'ascenseur. Et puis, le dernier point, c'est au niveau de la politique monétaire. D'abord, à la base, pour avoir une bonne politique monétaire, il faut savoir que la Banque centrale, c'est la Banque centrale qui est l'autorité monétaire. Alors, la Banque centrale doit faire un effort pour être indépendante. C'est vraiment très capital. Lorsque la Banque centrale n'est pas indépendante, ça aura toujours tendance à fragiliser la monnaie nationale. Vous allez voir que dans notre pays... Comment ça expliquer? La Banque centrale doit être indépendante, c'est-à-dire... Oui, en lisant... Elle ne doit pas appartenir à un parti politique ou elle ne doit pas appartenir à un camp politique ou c'est comment? Oui, déjà, il faut enlever le côté partisan de la Banque centrale. Mais en lisant aussi la Constitution, vous allez remarquer que même la Constitution donne le pouvoir à la Banque centrale d'être indépendante. C'est-à-dire que lorsque l'État va se retrouver en situation de déficit budgétaire, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de dépenses, mais moins de recettes. En ce moment-là, vous aurez besoin d'argent. Alors, l'État aura tendance à faire recours à la planche à billets, ou encore, on appelle ça avance monétaire aussi, ou la politique monétaire expansionniste. C'est-à-dire, en demandant à la Banque centrale va donner de l'argent à l'État. Et puis, l'État va effectuer ses dépenses. Mais en oubliant qu'à côté, il n'y a pas une production qui va soutenir cette monnaie. Voilà pourquoi on demande à la Banque centrale d'être indépendante. L'État, de son côté, doit faire un effort pour vivre selon, en respectant les budgets. C'est en fait ça. Donc, selon le principe de l'indépendance de la Banque centrale, on sous-entend que l'État ne peut pas donner des injonctions à la Banque centrale. Exact. Donc la Banque centrale est indépendante, elle est libre d'agir quand elle veut parce qu'elle est l'autorité de régulation de la monnaie. Et donc pour cela, elle doit être indépendante. C'est comme une justice qui est indépendante où l'exécutif ne peut pas donner des injonctions aux affaires de la justice parce que où ils peuvent justement collaborer. Si nous essayons de rentrer un peu à l'époque du président Mobutu, vous avez remarqué qu'on a connu une situation d'hyperinflation, c'est-à-dire une inflation aiguë. C'était parce que toujours, les présidents Mobutu faisaient des pressions à la Banque centrale et la Banque centrale donnait fabriquer la monnaie pour donner à l'État et puis l'État va effectuer ses dépenses et tout. Ça nous amenait toujours dans une situation de crise. Notre monnaie perdait toujours de la valeur. On a même connu à cette époque 9 ajustements structurels. L'ajustement structurel, c'est quand ce sont des programmes que les FMI et la Banque mondiale arrêtent quand un pays est en situation de crise. C'est à ce moment-là que les FMI et la Banque mondiale interviennent pour essayer un peu de réguler la situation. Donc, il faut une bonne politique monétaire. La Banque centrale doit bien contrôler nos banques commerciales parce que vous savez que même nos banques commerciales aussi nous participent à l'inflation sur les terrains. Parce que les banques commerciales, et ils ont tendance à ils préfèrent plus avoir les dollars que les francs congolais. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Monsieur Hassan, chercheur en macroéconomie internationale, vous le suivez sur ces plateaux. Là, nous sommes en train de développer une situation où
une problématique qui se pose souvent dans des situations de crise. Et aujourd'hui, nous vous en parlons. C'est la dépréciation du franc congolais face aux devises américaines, parce que ça se passe souvent. Nous l'avons connu pour ceux qui sont nés récemment, en 2018, avant que le gouvernement Tshibala puisse sortir, non, avant que le gouvernement Matata puisse partir, en 2017 d'abord, nous avons connu une dépréciation du franc congolais face aux devises américaines, ce qui a fait que les dollars ont quitté de 93 jusqu'à 150 si la mémoire est bonne. Et lorsque le président Félix est arrivé, il a trouvé, au début, c'était à 160, 165, et c'est monté jusqu'à... Avec la crise de Covid, ça a à 200. Donc, c'était une situation incontrôlable. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la banque. Je suis en train de chercher un banquier qui va venir ici sur ces plateaux, mais parler du fonctionnement de la banque. Parce qu'on constate récemment, tantôt les banques qui sont tentées de tomber en faillite, il y a des banques qui sont menacées de pouvoir fermer, il y a fusion des banques, une banque qui fonctionnait, on l'absorbe par une autre banque. En tout cas, cette situation-là, vraiment, ce serait une très bonne émission que nous allons développer prochainement avec un banquier qui viendra sur ces plateaux et on va en parler. Monsieur Hassan, nous, on continue avec vous. Est-ce que la réserve de change peut aussi avoir un rôle à jouer dans la stabilité de la monnaie? Oui, la réserve de change, c'est parmi ces... La réserve de change a quand même plusieurs rôles. Notamment, on utilise la réserve de change pour essayer de stabiliser aussi la monnaie. Okay. Et on utilise la réserve de change aussi pour essayer d'importer les produits sur le plan extérieur. Mais vous allez remarquer que la réserve de change, c'est en fait une réalité qui se passe dans des pays qui sont, je peux dire, des pays qui sont pas trop coriaces sur le plan économique. Parce que je vous donne l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui est très développé, qui est très fort en économie. Les États-Unis ont besoin, ils n'ont pas besoin d'avoir des réserves d'échange, par exemple, parce que leur marché, et plutôt la population constitue les premiers marchés. Okay. Lorsque les entreprises américaines produisent, c'est d'abord sur le plan local qu'ils ont la facilité de couler leurs produits. Alors que chez nous, nous avons besoin de réserves d'échange parce que nous sommes une économie fragile, nous sommes une économie extravertie. Alors, et puis notre monnaie, bien sûr, nous arrivons notre monnaie par rapport au dollar. Et tout. Donc, nous avons besoin de devises étrangères pour essayer de stabiliser notre monnaie. Donc, c'est très important. Au moment où, par exemple, si vous avez beaucoup de réserves d'échange, au moment où il y a une situation de crise, vous manquez de devises, vous pouvez utiliser des réserves d'échange pour essayer un peu de créer l'équilibre entre notre monnaie nationale et la monnaie étrangère, qui est notamment les dollars ici, la monnaie de référence. Parce que je l'ai dit tout à l'heure que cette émission a un caractère pédagogique, j'aimerais encore qu'on approfondisse un peu. Okay. On parle des réserves de change. Les gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas fait les études économiques, qui entendent toujours parler dans des médias, réserve de change, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de réserve de change? Réserve de change, c'est quoi, au juste? C'est de l'argent que l'État garde. Comment on parvient à collecter cet argent des réserves de change? Bon, de façon brève, les réserves de change, c'est une sorte d'épargne. Ou encore, c'est l'argent que l'État garde en monnaie étrangère. Okay. Alors, à l'époque, l'État n'avait pas... Donc, il garde des liquidités ou c'est une monnaie fiduciaire? Non, des liquidités. C'est de l'argent que l'État met de côté. Mais c'est uniquement en monnaie étrangère. Okay. Et puis, notamment aussi, l'État peut mettre aussi des matières précieuses. À l'époque, on mettait aussi les dollars qui étaient aussi considérés comme... Plutôt, l'or qui était considéré comme réserve d'échange. Okay. C'est-à-dire un pays qui est en difficulté financière, qui manque de dollars sur le terrain, il peut prendre de l'or, vendre de l'or. En vendant de l'or, il peut prendre des devises et puis essayer un peu d'injecter sur le marché. Okay. Donc, c'est juste la monnaie étrangère qu'on met de côté et puis c'est gardé à la banque centrale.
on utilise ça. Quand on veut, surtout dans des pays où l'économie est fragile, on peut utiliser les réserves de change pour essayer d'importer les produits. Parce que les commerçants, quand ils vendent leurs produits, ils vendent ça en francs congolais. Ouais. Mais quand ils veulent aller acheter les produits, ils n'iront pas avec les francs congolais. Ils auront besoin de dollars. C'est en ce moment-là que les réserves de change est très important. Alors, qu'est-ce qui fait que les réserves de change augmentent, par exemple? Les réserves de change peuvent augmenter. Bon, il y a plusieurs raisons. Hein. Mais par exemple, quand vous exportez beaucoup de produits sur le plan local, vous exportez beaucoup de produits à l'étranger. Ça rapporte ça va apporter beaucoup de devises. Alors, si vous exportez moins de produits, vous aurez moins de réserves de change. Mais ce n'est pas une politique à long terme. Moi, je décourage ça. Nous devons nous focaliser sur les marchés locaux. C'est-à-dire que notre population doit être en mesure de produire. Oui, en mesure de produire, mais aussi, nous devons considérer la population comme le premier marché. Donc un débouché, par exemple. Oui. Parce que nous-mêmes, nous produisons, nous consommons localement. Oui, si vous dépendez, votre économie, par exemple, à l'heure actuelle, notre économie est extravertie. Notre économie dépend de l'étranger. Dès qu'il y a un choc sur le plan externe, ça va directement impacter sur notre économie. Voilà pourquoi Est-ce que c'est un problème du régime ou c'est un système économique qui existe depuis lors? Non, mais ça existe parce que si vous ne voulez pas changer les choses, vous allez rester comme ça. Et qui doit les changer? Mais les gens le président de la République, le premier ministre. C'est pas seulement le président. Le président ne peut pas tout faire. Il y a une équipe, le président des conseillers, il a des ministres et tout. On doit voir les choses autrement. Mais pour devenir fort, il faut diversifier notre économie. Okay. On ne cesse de le dire, il faut aller vers la diversification de l'économie. Ça a commencé même à l'époque de Mobutu. Même Mobutu avait ses slogans. Mais ça ne venait pas toujours. Même le président Félix Tshisekedi est venu avec même le président Kabila, même le président. Il faut dire, parce que, je vais vous donner un exemple. Si vous avez, par exemple, une économie qui est soutenue par l'agriculture, uniquement par l'agriculture, c'est-à-dire vous avez des produits agricoles, vous produisez et puis vous exportez. Dès qu'il y a une situation de sécheresse, par exemple, c'est-à-dire que le pays sera vraiment... le pays ne va plus fonctionner sur le plan économique puisque vous allez avoir des devises communes. Puisqu'il y aura sécheresse, vous serez frappé et tout. Alors que si dans un pays, vous avez plusieurs secteurs où vous pouvez quand même faire fonctionner votre économie. Lorsque l'agriculture est frappée par la sécheresse, vous pouvez recourir par exemple dans le tourisme. Vous pouvez recourir dans le tourisme. Vous pouvez recourir par exemple dans la vente, par l'exportation du pétrole par exemple. Donc la diversification économique, c'est vraiment très capital pour une économie. Tant qu'on n'ira pas vers la diversification, on sera toujours là et puis... Mais pour avoir la diversification économique, il faut enlever les barrières ou encore certaines contraintes. Et ces contraintes sont sur le plan des infrastructures. Okay. Pour bien diversifier l'économie, vous devez avoir des infrastructures énergétiques, des infrastructures routières. Vous devez développer les autres voies de transport, par exemple, les voies ferroviaires et tout. Vous devez vraiment développer beaucoup. Actuellement, on nous parle du projet Métro King. Je pense qu'on veut mettre... je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, je suis au courant. Il faut développer. Il ne faut pas seulement rester avec un style comment dirais-je, un style de transport. Il ne faut pas rester là. Il faut vraiment diversifier notre économie. Nous avons besoin de l'énergie dans notre économie. Il faut de l'eau. Il faut l'électricité. Ça va nous aider à... Mais nous avons le courant Inga qui est profité à l'extérieur. Est-ce que ces courants-là ne nous ramènent pas aussi de l'argent ici au pays? Bon, je ne sais pas comment on gère cette situation, mais bon. Je ne sais pas, mais il faut... Est-ce qu'on peut seulement rester avec les barrages d'Inga? On peut aussi créer d'autres barrages. On peut aussi créer d'autres barrages pour essayer d'alimenter la population locale. La RDC est pays solution dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine environnemental, où la RDC a des terres, une biodiversité riche.
est-ce que cela ne peut pas faire que ça profite à d'autres pays qui ont besoin de notre biodiversité ou qui ont besoin de notre situation naturelle pour lutter contre le réchauffement climatique, et cela peut faire que ces pays-là puissent recourir à nous et ça nous ramène des dollars ici Oui, mais si au pays. Si on nous demande, par exemple, de respecter les normes écologiques, il y a peut-être un secteur où ça nous protège par rapport au réchauffement climatique. En contrepartie, on doit nous donner des liquidités, on doit nous donner de l'argent. Comme ça a été fait à la COP 26, oui, où la RDC a été reconnue comme pays à solution. Mais ça doit pas être juste sur le plan des slogans. On doit nous donner de l'argent. On doit donner à l'État congolais de l'argent pour protéger cette biodiversité. Et cet argent, on peut le reconduire directement pour... Justement pour les questions de développement, on peut investir, on peut... Je me suis toujours posé cette question. Donc, pour les questions monétaires, ce qui cause la dépréciation, c'est d'abord l'instabilité politique, les mauvaises décisions politiques, et puis vous avez les mauvaises politiques économiques, les mauvaises politiques budgétaires et puis les mauvaises politiques monétaires. Oui, 3 aspects que vous avez développés dans cette émission. Voilà. Alors, je me suis toujours posé une question peut-être un peu banale ou bizarre. Je me dis, mais si seulement on décidait que plus question de devises américaines ou étrangères ici au pays, on se concentre sur les francs congolais et on n'utilise que les francs congolais. Là, vous faites allusion à la dédollarisation. Ouais. Oui, mais la dédollarisation, ça ne se décrète pas. Dans l'économie, il y a des principes. Pourquoi on aime les dollars? Il faut d'abord se poser cette question. Pourquoi, moi et toi, nous aimons les dollars alors que nous avons notre monnaie locale? La monnaie a un facteur de confiance. C'est-à-dire que nous aimons les dollars parce que dans notre fort intérieur, nous donnons du crédit aux Américains. Nous estimons que les Américains sont fiables, ils sont sérieux. Face au dollar et au franc congolais, j'aurais tendance à prendre des dollars. Voilà pourquoi ça nous revient toujours. Voilà pourquoi je dis que pour avoir une monnaie forte, à côté, vous devez commencer par avoir des institutions fortes. C'est-à-dire, déjà actuellement, nous avons quand même des institutions fortes. Nous avons le chef de l'État qui est une institution. Vous avez les parlements, vous avez le Sénat, vous avez les premiers ministres, mais il faut faire plus de réformes, il faut une bonne gestion et tout. Ça va aussi essayer de renforcer notre monnaie. C'est un peu ça. Donc, vous ne conseillez pas la dédollarisation? Non, mais si vous avez il y a instabilité politique. Il y a instabilité politique. Il y a des troubles par-ci, par-là. Actuellement, vous suivez, je ne sais pas si vous suivez l'actualité avec ce qui se passe au Kenya. Il y a élection, on publie les résultats, il y a l'autre camp qui n'est pas d'accord, ça crée la chienlit dans les pays et tout. Déjà, avec ça, vous choquez votre monnaie. La monnaie va recevoir des coups. Parce que la monnaie n'aime pas les bruits des bottes. Avec ça, déjà, rassurez-vous que vous aurez instabilité monétaire. Votre monnaie va perdre de la valeur. Parce que sur le plan microéconomique, nous, les agents économiques, nous visons quoi? Notre intérêt. Votre monnaie la monnaie locale perd de la valeur. Moi, j'aurais tendance à chercher une monnaie refuge. C'est en fait ça la réalité. Okay. Vous ne pouvez pas décréter la dédollarisation, ça ne marchera pas. Mais le Premier ministre Sama Lukonde avait dit lors de la réunion de conjoncture économique qu'il fallait qu'on lutte pour la dédollarisation du système économique. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Il faut commencer par renforcer vos institutions. Faire des élections, respecter les délais. Voyez-vous, donc refaire les élections, respecter des délais, de bonnes élections. À côté, sur le plan économique, avoir de bonnes politiques économiques, notamment la diversification de l'économie, une très bonne politique budgétaire, c'est-à-dire avoir l'équilibre budgétaire. Et puis, une bonne politique monétaire. La Banque centrale doit être autonome. La Banque centrale doit être autonome, la Banque centrale doit bien réguler notre situation monétaire, même notre situation financière.
On doit faire un effort d'avoir, par exemple, des marchés boursiers. Nous manquons de marchés boursiers. Si nous avons un marché boursier, ça va nous ramener beaucoup de capitaux aussi. Ouais. Les gens peuvent venir avec leur entreprise, mais il n'y a pas de liquidités pour faire fonctionner son entreprise. Certaines personnes peuvent venir acheter des parts et puis ça va essayer d'amener l'économie de l'avant. Donc, c'est une question. Mais l'autre fois, il y avait, je ne sais pas, il y avait je peux appeler ça comment? Il y avait un projet de pouvoir faire coter toutes ces entreprises-là en bourse pour permettre à ce que le marché boursier puisse fonctionner ici. Je ne sais pas si les projets se situent actuellement à quel niveau, je ne sais pas. Mais en tant qu'analyste, venir dire à la télé... Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui peuvent être cotées en bourse, par exemple? Là, il faut commencer d'abord par créer les marchés. Il faut commencer d'abord... On crée d'abord les marchés. L'État doit donner d'abord les coups de pouce, la permission et tout. Il faut d'abord créer les marchés, puis les entreprises vont venir, les gens vont aussi venir pour acheter les parts. Ça va donner du crédit dans notre économie et par ricochet, ça va aussi renforcer notre monnaie. Et quand on crée les marchés boursiers, c'est qui va mettre des parts dedans? C'est l'État lui-même? Non. Bon, il y a des entreprises qui vont venir. Il y a des entreprises qui vont venir et puis les gens vont venir acheter des parts. L'État peut peut-être seulement accompagner ces projets. Parce que la monnaie défend, pour avoir une monnaie forte, ça dépend de plusieurs facteurs. Il ne suffit pas de dire que non, il faut mettre les dollars de côté et avoir uniquement les francs congolais. Non, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça demande beaucoup de mécanismes. Vous devez avoir une certaine discipline sur le plan budgétaire, sur le plan de la politique économique, sur le plan monétaire, j'insiste toujours. La Banque centrale doit être indépendante. Il y a même certains savants économistes qui disent qu'une banque centrale, une banque centrale qui est fiable, c'est la Banque centrale qui a tendance à dire non aux politiciens. Parce que si vous êtes trop large envers les politiciens, c'est en ce moment-là que votre monnaie va toujours se détériorer, votre monnaie va toujours perdre de la valeur, vous allez toujours vivre des situations de dépréciation monétaire. Mais il faut signaler une chose, je ne dis pas que la Banque centrale ne peut pas injecter des liquidités sur les marchés. La Banque centrale peut le faire, mais avec une certaine condition, par exemple. Vous avez, elle peut le faire, par exemple, pour soutenir l'activité économique. Et non injecter la liquidité sur le marché ou l'argent sur le marché pour essayer de payer les fonctionnaires et tout. Cela va encore engendrer la spirale inflationniste. Mais nous voyons tous les jours ici la banque avoir... où on voit sur le marché des billets blancs, les nouveaux billets là sur le marché. Ce n'est pas de l'injonction de la banque ou ça se passe comment? Les nouveaux billets du franc congolais? Oui, sur le marché, chez les cambistes, chez les changeurs de monnaie, ils ont souvent les billets... Oui, ça provient de la Banque centrale. Ça provient de la Banque centrale. C'est une injection sur le marché ou ça se passe comment? Oui, c'est la Banque centrale qui imprime cette monnaie. On imprime tout. Bon, si on imprime, si on imprime, mais de l'autre côté, on s'assure qu'il y a équilibre entre la devise que nous utilisons couramment, les dollars. Là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est la planche à billets, si on le fait pour financer les dépenses de l'État et tout, on sera toujours là en train d'assister à cette situation de spirale inflationniste. Nous sommes en train de finir cette émission. Monsieur Hassan Makombo, chercheur en macroéconomie internationale. On parle de la dépréciation des francs congolais sur les devises américaines ou devises étrangères. Avec vous, nous avons eu à développer, vous avez parlé de plusieurs causes qui sont à la base de la dépréciation du franc congolais sur les devises étrangères. Vous avez parlé du plan politique, des mauvaises décisions politiques. Il y a aussi des mauvaises décisions de la politique monétaire, politique budgétaire et politique économique qui engendre justement la situation de dépréciation des francs congolais face aux devises étrangères. Alors, une dernière question. En tant qu'économiste,
l'État est en crise et que pendant la période post-crise, après la crise, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à l'État pour élever la situation monétaire du pays une fois que la dépréciation en ait eu lieu? Bon, à l'heure actuelle, s'il y a une dépréciation du franc congolais, d'abord, je ne conseillerais pas à l'État de demander les avances monétaires auprès de la Banque centrale parce que ça va créer encore une inflation. Mais c'est juste que l'État va essayer de demander des devises au niveau du FMI, par exemple. Okay. C'est en ce moment-là, si on vous donne des devises, vous pouvez créer l'équilibre entre la monnaie étrangère et notre monnaie locale. À part ça aussi, si l'État a des actifs aussi, l'État peut vendre ses actifs pour prendre aussi des devises et puis essayer un peu de stabiliser, de créer l'équilibre entre notre monnaie locale et puis la devise étrangère qu'on utilise notamment couramment ici, les dollars. Merci beaucoup, M. Hassan, pour avoir répondu à notre invitation. Et merci d'avoir développé toute cette thématique au cours de ce magazine Bosolo Économie. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Nous allons nous retrouver prochainement. Partagez le direct, mettez-y le cœur et on s'en va là-bas comme ça. Au revoir.